Bonjour, aujourd'hui je reçois Emmanuel Beller. Emmanuel Beller, vous êtes sapeur-pompier en Belgique et vous venez de sortir un troisième livre, puisque vous êtes un auteur plutôt prolixe, qui va intéresser tout le monde, aujourd'hui encore plus que hier, sur la gestion de la contamination et l'incendie. Rapidement, Emmanuel, vous présentez en quelques mots, vous êtes qui, vous êtes où et vous faites quoi? Alors, je suis officier sapeur-pompier en Belgique, dans le corps d'incendie qui couvre notamment la ville de Liège. Donc, on couvre 21 communes, 500 sapeurs-pompiers professionnels, 600 000 habitants grosso modo, et à peu près 8 000 à 9 000 interventions pompiers par an, hors aide médicale urgente. Et moi, ma sphère d'activité, c'est la recherche et développement, notamment, et la formation. D'où cet ouvrage, enfin, je vais quand même citer vos deux premiers livres, Emmanuel. Vous avez fait donc un livre qui s'appelle Lutte tactique contre le feu, qui était vraiment destiné aux chefs de garde, aux chefs d'agrès, en tout cas aux primo-intervenants. Un livre qui a plutôt eu un très bon accueil de la part de nos sapeurs-pompiers francophones, hein, puisque vous écrivez pour les sapeurs-pompiers belges, les sapeurs-pompiers français, et je salue aussi les sapeurs-pompiers suisses. Il y en a quelques-uns qui nous lisent et qui nous écoutent et qui nous regardent. Ensuite, vous avez l'an dernier sorti un autre livre qui s'appelle Quel pays pour quel usage. Donc on en revient effectivement à votre expérience de terrain, où là on s'est vraiment, vous vous êtes posé la question avec vos intervenants, quel EPI il fallait utiliser en fonction du risque, de quel usage, etc. Et la question éternelle, Emmanuel, à laquelle on ne peut jamais répondre, est-ce qu'il faut un EPI pour tous les risques? On sait que ça ne peut pas marcher. Donc j'aimerais qu'on parle, Emmanuel, vous êtes un peu moins confiné en Belgique que nous, mais voilà, d'où cette interview un petit peu enregistrée. J'aimerais qu'on parle de votre dernier ouvrage, hein, donc c'est la gestion de la contamination en pays. Alors, premièrement, quelles sont les expériences que vous avez faites à Liège, dans votre département et avec l'important corps de sapeurs-pompiers que vous nous avez décrit, qui vous ont permis d'aller vers ces travaux? Et pour nous, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que la problématique, on a commencé à vraiment en parler beaucoup à partir de 2014, que ce soit en France ou en Belgique, c'est à peu près la même période. Et c'est justement la période où on était en pleine refonte de nos équipements, notamment de nos EPI, mais également de toute une réflexion sur nos casernements, nos véhicules. Et donc, ça a été l'occasion pour nous d'intégrer cette réflexion dans les modifications qu'on allait faire de nos tenues de feu, de nos casernements et de notre manière globale de fonctionner. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu un alignement des planètes qui a permis que on puisse intégrer ça et que toutes nos innovations soient faites en tenant compte de cette problématique. Alors, ça a permis de créer une tenue de feu démontable qui permet d'enlever les couches les plus contaminées directement sur les lieux d'intervention, de créer des véhicules réhab qui ont été les premiers du genre et qui commencent à faire des petits. La tenue démontable aussi, puisque maintenant, en Belgique francophone, sur 14 zones de secours, il y en a 6 qui sont équipées avec des tenues, enfin, ou qui vont l'être avec des tenues démontables. Les véhicules réhab, on commence à en retrouver un peu dans tout le pays. On a également intégré les chaînes de retour d'intervention avec des vestiaires feu équipés de cintres ventilés, de sèche-gants, de sèche-bottes, avec directement en revenant du vestiaire feu le passage par la laverie, avec l'installation sur tous nos casernements de machines et de séchoirs automatisés, et puis directement dans la foulée de ces laveries, les douches qui permettent de se laver au retour d'intervention avant de revenir dans les pièces de vie. Tout ça a été possible parce qu'encore une fois, pour nous, c'est arrivé au bon moment. Emmanuel, on comprend, hein, la démarche du corps de Liège et bien évidemment l'influence que vous avez eue sur les autres zones de secours. Est-ce que c'était aussi une requête qui venait du terrain? Je veux dire, est-ce que vos pompiers, vos sapeurs-pompiers commençaient, comme nous tous, hein, à se poser des questions? Non, la contamination, c'est pas nouveau. Nos amis canadiens et nos amis américains ont déjà beaucoup avancé sur le sujet. Est-ce que c'est aussi une remontée de terrain, une vraie préoccupation des sapeurs-pompiers? Alors, à la base, de certains, mais pas d'une majorité, mais par contre, tout simplement par manque d'information, hein. Mais on a beaucoup travaillé sur de l'information au personnel, déjà en 2015,
Et puis, quelque chose qui a fait beaucoup avancer de manière globale, pas seulement chez nous d'ailleurs, c'est le colloque organisé début 2018 par la zone de secours nage, qui est la zone de la ville, enfin, qui couvre en Belgique, qui a fait un colloque fumée et nuit gravement à la santé, où là, on avait inscrit massivement des agents de notre corps d'incendie et qui sont revenus en disant: «Ah ouais, quand même». Et donc, je pense que la problématique s'est faite jour, et ce qui a été très positif, c'est de voir en fait, on s'attendait à ce que, voilà, les habitudes mettent très longtemps à changer, et finalement les gens très vite se sont rendus compte que c'était très confortable de voyager dans des fourgons qui sentaient plus la fumée, d'évoluer dans des casernements qui sentaient plus la fumée, de plus avoir des trucs souillés par le feu partout, et donc sont très vite devenus acteurs et ont pris le relais des mesures qui étaient mises en place. On a créé un groupe de travail aussi pour que les gens puissent continuer à faire évoluer, et maintenant, en fait, c'est devenu de plus en plus leur projet, et c'est eux qui continuent à le faire évoluer. Alors là, effectivement, d'une part, Emmanuel, comme vous le disiez, ce souci de la santé de nos sapeurs-pompiers, hein, où qu'ils soient. Et là, je pense que vous avez répondu à une partie des questions, à une partie des préoccupations. Mais rapidement, les gens se sont aussi rendus compte qu'il y avait un confort. Donc ça, on le découvrira aussi dans votre ouvrage, et vous allez nous en parler un petit peu, de la façon dont on va pouvoir aussi adapter certaines solutions, parce que ce que vous avez mis en place, ça peut se mettre un petit peu partout. Et c'est vrai que pour les vieux pompiers, un petit peu comme moi, je pense que malgré tout, cette adaptabilité, on l'a tous, mais le casque qui sent la fumée, le visage un peu couvert de suie, ça fait guerrier, mais on a compris que ça, c'était vraiment obsolète, il fallait qu'on change les mentalités. Donc, a priori, les mentalités ont plutôt bien changé. Donc, ce que vous expliquez dans cet ouvrage, bien évidemment, il y a votre expérience, mais vous avez consulté d'autres personnes. Je pense notamment, puisqu'on l'avait évoqué à ce colloque de Namur, où nous étions ensemble, Emmanuel, nos amis québécois. Peut-être un petit mot là-dessus? Oui, tout à fait. Ben, c'est clair qu'eux ont été précurseurs non seulement dans les études, mais aussi dans la vulgarisation de la problématique, puisque à l'époque, au tout début de la prise de connaissance de la problématique, mais également encore en 2018, à l'époque du colloque, la plupart des références de tous les intervenants et de tous les gens qui parlaient de cette problématique étaient notamment des présentations PowerPoint issues du Canada, et notamment de l'APSAM, et de l'association aussi euh, des chefs de centre canadiens. Donc, bah, il était assez logique de demander l'avis des précurseurs sur la matière. Donc, je l'ai fait relire évidemment à un membre de l'APSAM, et qui a bien accepté gentiment de rédiger aussi la préface de cet ouvrage, qui l'a apparemment satisfait, puisqu'il le recommande à tous les chefs de centre, tous les instructeurs incendie, que apparemment il n'existait rien qu'à présent qui soit complet sur la problématique. Donc on trouve beaucoup d'articles, soit sur la contamination elle-même, soit sur certaines parties de traitement, mais pas quelque chose qui fait le point des connaissances en partant de l'exposition de la problématique elle-même jusqu'à la proposition, ou en tout cas l'inventaire de solutions possibles. Alors c'est aussi l'une des forces meilleures de cette collection, hein, de livres, et je le disais, vous en avez déjà, c'est le troisième, c'est votre troisième bouquin, c'est qu'on est vraiment dans une compilation de tout ce qui existe, et vraiment vous avez fait un vrai travail d'investigation, vous avez vraiment cherché très large d'aller voir ce qui se fait, alors bien évidemment pas que au Canada, au Québec, chez nos cousins québécois, mais aussi chez vos cousins français, c'est-à-dire chez nous, vous êtes venus aussi voir un petit peu ce qui se faisait. Et on a donc dans cet ouvrage, finalement, vous répondez aussi à l'une de mes questions, à qui se destine ce livre? Vous lisiez les chefs de centre, les centres de formation, les décideurs, peut-être aussi le pompier qui part au feu, ça peut l'intéresser. Est-ce qu'on peut rapidement balayer les chapitres du livre? Qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce bouquin, Emmanuel? Alors, tout d'abord, bah, c'est l'explication pour savoir d'où vient cette problématique, comment on l'a mise au jour. Donc, il y a un peu le point sur toutes les études qui existent,
Alors, on ne les cite pas dans leur intégralité avec toute la complexité scientifique que ça pourrait avoir, mais simplement un résumé succinct. Voilà les études qui ont été faites. Ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais c'est les principales et c'est les grandes tendances qui ressortent de ces études pour bien expliquer pourquoi on parle de contamination, pourquoi c'est un problème et quelles sont les conséquences potentielles sur le long terme. Ensuite, on balaye les conséquences potentielles, notamment les maladies qui sont liées à cette exposition à la contamination, puisqu'on parle de cancer, mais pas seulement. Et donc, il y a également d'autres maladies qui peuvent arriver. Ensuite, on parle des contaminants, parce que c'est bien de parler de contamination, mais c'est bien de savoir aussi quels sont les contaminants auxquels on peut être exposé. Et surtout, pour ne pas que ça soit trop fastidieux et qu'on ne fasse que d'énumérer toute une série de formules chimiques qui ne parleront pas à grand monde, l'intéressant, c'est aussi de savoir ces contaminants, de quoi ils sont issus. Et donc, on essaye de faire un lien avec les matériaux qu'on retrouve dans les objets, dans les contenants qu'on retrouve dans les bâtiments en feu. Également, les voies de pénétration de ces contaminants dans l'organisme, comment ça va se faire, les notions dont on entend beaucoup parler de contamination directe et de contamination croisée, qu'est-ce que c'est. Et puis après, expliquer ce qu'est la filière salle propre avec un parallèle sur la marche en avant, comme on le voit dans le domaine médical, parce on n'a rien inventé, ce sont des choses qui existent dans d'autres domaines. Les gens qui travaillent en cuisine connaissent ça aussi, avec le fait que propre ne doit jamais être mélangé avec ce qui est sale. Et une fois que toutes ces notions sont exposées, eh bien, on parle de les moyens de prévention de cette contamination, puisque la contamination la plus simple à éliminer, c'est celle à laquelle on n'est pas exposé. Et puis quand on sait bien qu'on ne sait pas aller éteindre un feu sans être complètement exposé. Une fois qu'on a pris les mesures de prévention, après, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la contamination quand elle arrive quand même, et qu'est-ce qu'on fait au final pour la traiter et l'éliminer au maximum possible. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes vraiment entouré de gens qui avaient pratiqué, qui avaient expérimenté, tout comme votre service à Liège, bien évidemment. Vous êtes rapproché, Emmanuel, je crois aussi de certains fournisseurs, de fabricants, d'industriels qui fabriquent des EPI. Est-ce que, sans les citer, ou vous pouvez les citer d'ailleurs, hein, Soldat du Feu Magazine n'a aucune censure pour personne, qu'est-ce que vous ont apporté ces gens-là? Est-ce que les préoccupations que nous avons, nous, dans nos casernes, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les gens qui fabriquent des casques, des tenues de feu, des bottes, est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations? Est-ce qu'ils vont vers ça? Mais c'est très simple. En fait, donc moi, je ne fais pas de commerce ni l'apologie d'un fournisseur par rapport à un autre. Mais en fait, les fournisseurs sont intimement liés au corps d'incendie. Et la loi du commerce, c'est que l'offre répond toujours à une demande, mais que l'absence de demande va souvent entraîner l'absence d'offre. Et c'est ce qu'on a constaté pendant des années. Il n'y avait pas de demande pour le nettoyage. Donc, fatalement, il y avait très peu d'offres et les gens ne s'intéressaient pas à la problématique puisque personne ne leur demandait. Un fournisseur aurait très bien pu dire, moi, vous savez, ma tenue, on sait la lessiver 200 fois. Ouais, c'est bien, elle est plus chère. Alors, ça ne m'intéresse pas parce que personne ne cherchait à laver 200 fois. Mais maintenant que les pompiers s'intéressent à la contamination et donc demandent des solutions de nettoyage, évidemment, les fournisseurs, en tout cas une grosse partie, ne restent pas inactives. Ça va des fournisseurs d'équipements, bien sûr, mais ça va également vers les fournisseurs de produits lessiviels, de machines à lessiver, qui, vu l'absence d'offres, n'avaient aucune raison d'optimaliser leur process et qui maintenant travaillent beaucoup, mènent des études avec des laboratoires. Ce sont des laveries qui font ça, ce sont des fabricants de produits lessiviels, ce sont des concepteurs de pays, ce sont des tisseurs, des fabricants de tissus, de fibres. Et donc, tout ça fait que la problématique, en tout cas les solutions pour la problématique évoluent de jour en jour avec pas mal d'études qui sortent et qui font évoluer notamment les processus de nettoyage. Bien, Emmanuel, je crois que c'est très complet et je vous remercie. Et effectivement, il faut garder à l'esprit que si on ne demande pas, on n'a pas. Et c'est aussi des services comme le vôtre, hein, en recherche et développement, ou en tout cas développement tout court. C'est aussi à nous d'être force de proposition pour pouvoir se protéger, s'adapter comme le font les pompiers depuis très longtemps. Merci, Emmanuel. On apprécie beaucoup ce petit accent liégeois. Emmanuel ne vous le dira pas, mais il paraît que Liège est la plus belle ville de
de Belgique. Voilà, salut à tous mes amis belges qui me regardent. Et du monde, et du monde. Et du monde, pardon Emmanuel, et du monde. En tout cas, merci pour le travail que vous avez déjà fait, Emmanuel, et vous le savez. Il faut qu'on puisse communiquer. Pour moi, c'est une évidence. C'est pour ça que je suis aussi l'éditeur de cette collection de livres. Il faut que la réalité, elle vienne du terrain, de gens comme vous. Donc, je le rappelle, Gestion de la contamination à l'incendie, paru aux éditions donc Carlos Aglia. C'est un livre qui fait 180 pages, qui est accessible. Et c'est aussi l'un des grands efforts que vous avez fait, Emmanuel, dans ce bouquin. Et puis, on se dit que la prochaine étape, alors, il y a 3 livres. La prochaine étape, c'est quoi? C'est une émission de télé, c'est une conférence, c'est un colloque, c'est un livre. Vers où c'est qu'on va vous attendre, Emmanuel? Alors, probablement sur un colloque, je pense que ça serait bien. Il y en a eu un il y a 2 ans. Ce serait, bon, dès que les conditions sanitaires le permettront de nouveau, mais ce serait bien d'envisager un colloque pour faire le point sur toute une série de choses, avec toute une série d'intervenants de différents horizons. Parce que la chose qui est la plus importante, c'est que je n'ai pas la prétention de dire aux gens comment ils doivent faire. Et les livres sont faits de manière à ce que chacun puisse y trouver des réponses, mais également puisse envisager la problématique suivant sa réalité opérationnelle, sa réalité de terrain, ses moyens financiers, ses moyens humains. Et il n'est pas du tout question de dire, ben voilà, ça c'est notre solution et tout le monde doit faire comme nous. Parce que de toute façon, c'est pas réalisable et ça, c'est courir droit à l'échec. Et donc, les colloques sont enrichissants à ce niveau-là parce que ça permet de mixer les expériences de différents horizons pour que tout le monde en ressorte enrichi avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes de réflexion, et c'est ça qui fait avancer les choses. Oui, puis je crois que c'est vraiment ça, Emmanuel, le point fort de cet ouvrage, comme tous les autres. Je le répète assez souvent, bien évidemment, à mes amis français. Liège, ce n'est pas un SDIS francilien ou ce n'est pas un service départemental important français, donc il ne faut pas comparer les choses, bien évidemment. En revanche, c'est une vraie boîte à outils, ce bouquin, et c'est des choses que l'on peut adapter. Donc, puisque vous m'avez tendu la perche, cher Emmanuel, je vais vous convier, si effectivement on sort un jour de cette pandémie, à un colloque qui aura lieu probablement au mois de septembre, et vous serez mon invité, ça va de soi. Emmanuel, merci beaucoup, faites très attention à vous, mes amitiés aux copains liégeois. Voilà, soyez forts, soyez résilients. Salut les passionnés et à bientôt.